Parfait. Ben, je pense qu'on peut commencer. Donc, je voudrais vous présenter dès maintenant, en fait, toute l'équipe de recherche qui a travaillé sur ce projet. Des chercheurs de Cyrano, des chercheurs de la chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels. Donc, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire, interuniversitaire. Donc, je vous les présente tout de suite. Donc, Vincent Boucher de l'Université Laval, chercheur Cyrano. Roxane Borges da Silva, donc de l'Université de Montréal, et chercheure et vice-présidente à Cyrano. Pierre-Carl Michaud, donc professeur à HEC Montréal et vice-président à Cyrano et titulaire également de la chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels. David Boisclair, donc à HEC Montréal. Alexandre Prudhomme, professionnel de recherche à Cyrano, et Nathalie de Marcellis-Varin, qui est professeure à Polytechnique Montréal et présidente directrice générale de Cyrano. Donc, bienvenue à toute l'équipe et sans plus tarder, on va commencer la présentation. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Merci, Roxane. Même encore après. Parfait. Donc, c'est une étude aujourd'hui sur l'incidence de la COVID-19 au Québec. Pourquoi c'est important de connaître cette incidence des cas de COVID-19? Alors, deux raisons principales. La première, vraiment de prédire les hospitalisations à venir, puisqu'on sait qu'il y a un délai de 2 semaines souvent entre l'infection et l'hospitalisation. Donc, ça permet vraiment de prévoir, d'organiser les services hospitaliers en conséquence. Une des autres raisons également, c'est de juger de la sévérité des variants, donc justement en estimant les taux d'hospitalisation parmi ceux ayant la COVID-19 et d'ainsi identifier les mesures qui doivent être mises en place pour réduire leur propagation. Donc, dans ce contexte-là, en fait, d'importance de connaître l'incidence des cas de COVID-19 au Québec. Rappelons-nous, en fait, revenons un petit peu au contexte de fin décembre, début janvier de cette année. On était dans un contexte de 5e vague au Québec, caractérisé par une augmentation des cas de COVID très important. On était dans un contexte où on avait une forte demande pour des tests PCR avec des délais d'attente relativement élevés, ce qui a conduit finalement à une directive du ministère de la Santé et des Services sociaux pour limiter cet accès aux tests PCR à des clientèles prioritaires et essentiellement aux travailleurs de la santé, qui a été mise en place le 4 janvier 2022. On était dans un contexte également où, en contrepartie de ces tests PCR limités, on a eu une introduction des tests rapides antigéniques à partir du 20 décembre 2021, toutefois avec des délais de déploiement au niveau de la distribution qui finalement limitaient cette utilisation des tests rapides et également une offre probablement insuffisante. Donc, tous ces éléments-là, en fait, de contexte, ont fait en sorte qu'il y a eu des échanges entre des chercheurs durant les vacances de Noël pour essayer d'identifier, en fait, des méthodes pour pallier à ce manque de données probantes sur lesquelles se baser pour prendre des décisions, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que c'est très important de connaître l'incidence. Donc, plus spécifiquement, Pierre-Carl Michaud et Vincent Boucher ont échangé vraiment avec des chercheurs aussi de la chaire CREI sur essayer d'identifier des méthodes. Il y a d'autres chercheurs donc, de l'équipe qui se sont greffés aux discussions et finalement, on a formé une équipe multidisciplinaire pour essayer d'identifier vraiment, de trouver une méthode et de monter un projet de recherche plus global pour aider le gouvernement dans ses prises de décision par rapport à la COVID. Ce projet-là rencontre vraiment la mission de Cyrano, qui est de soutenir et d'éclairer la décision publique. Donc, cette étude qui a été vraiment exploratoire au début, visait à estimer l'incidence des cas de COVID-19. L'objectif principal étant d'estimer l'incidence à l'aide de différentes méthodes, avec des objectifs secondaires qui sont apparus au fil des semaines parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des éléments de précision qui étaient importants pour le ministère, par exemple de connaître l'incidence des cas par région, par groupe d'âge, d'essayer d'avoir aussi des profils d'individus nouvellement infectés. Plus récemment, on a voulu avoir des données aussi sur le taux de réinfection. À un moment donné dans l'étude, on a voulu également savoir le taux d'utilisation de la plateforme gouvernementale d'autodéclaration qui a été mise en place à partir du 25 janvier donc par le ministère. Donc, tous ces éléments-là, en fait, sont des objectifs secondaires qui sont apparus au fil des semaines. Au départ, ce projet de recherche tout le projet et le développement du projet a été financé par Cyrano, par la chaire CREI et par des fonds de chercheurs. Puis, à partir de la semaine 7, nous avons obtenu en fait un financement du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
Donc, cette présentation va être divisée en 3 parties. Donc, la première partie sera vraiment destinée à une présentation de la méthode. Donc, Vincent Boucher va nous expliquer en fait vraiment les méthodes utilisées pour estimer en fait ce nombre de cas de COVID au Québec au fil des semaines. Puis, Roxane Borges da Silva va nous présenter les résultats de 17 semaines de collecte, en repartant à partir de début janvier. Et finalement, on va ouvrir en fait la discussion à tous les participants pour une période de questions et de discussion. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Vincent Boucher pour la présentation de la méthode. Oui, merci Ingrid. Donc, c'est ça. Donc, à partir du moment où on a essentiellement décidé de procéder par sondage, bien, venait avec plusieurs contraintes avec lesquelles on a dû travailler. Donc, je vous mets en contexte, on est début janvier, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'incidence. Hein, les chiffres varient là, de 10 000 à 40 000 par jour. On ne sait pas trop. Donc, on voulait faire quelque chose donc, on sentait qu'on était proche d'un pic de vague, donc on veut faire quelque chose assez rapidement. Et puis, on voulait aussi se faire un suivi hebdomadaire. Donc, ça, c'est pour ceux et celles qui ont déjà fait des sondages, c'est un gros défi. Pourquoi? Parce que si on demande aux gens combien avez-vous eu la COVID dans la dernière semaine, et puis notre collecte se passe sur une semaine ou sur 2 semaines, bien, la semaine de référence de la personne qui a répondu la première journée puis celle qui a répondu une semaine après, c'est pas la même. Et donc, ce qui fait en sorte qu'on veut avoir, avec des contraintes monétaires évidentes, un bon échantillon, donc une taille raisonnable pour inférer sur la population du Québec au complet. Mais pour bien faire, il faudrait qu'en 2-3 jours, tout le monde ait répondu au sondage. Et ça, c'est un réel défi parce que même si on prenait, par exemple, 30 000 personnes au Québec, si on avait assez d'argent et on se disait, tiens, on va envoyer des invitations à 30, 40, 50 000 personnes, bien, la proportion de ces 50 %-là qui ont répondu à notre sondage dans les 2 premiers jours, mettons, ben, c'est pas un échantillon très représentatif des 50 000. Il y a des caractéristiques observables et inobservables, ce qui est plus dangereux, différentes des autres. Donc, pour cette raison-là, on a décidé de... Et puis là, peut-être qu'on peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît, Roxane. Ah, merci. Donc, on a décidé donc de procéder avec le panel en ligne léger, qui est essentiellement, donc, c'est des gens qui sont inscrits sur le panel pour répondre donc, il y a quelque chose, je ne me rappelle pas, comme peut-être 400 000 personnes d'inscrites sur ce panel-là. Donc, c'est des gens pour lesquels on connaît beaucoup de caractéristiques. Donc, l'âge, le sexe, la langue maternelle, là, ils sont tous écrits sous pondération. Donc, mais c'est des répondants pour lesquels, avec Léger, on savait que dans 2-3 jours, on aurait environ 3 000 personnes à chaque semaine sans problème. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour avoir, donc avec 3 000 personnes, là, on a une puissance qui a du bon sens. Vous allez voir là, quand Roxane va présenter les résultats. Mais on sait aussi, par contre, que malgré toutes les caractéristiques pour lesquelles on veut pouvoir contrôler, ça reste des gens qui se sont inscrits sur un panel, donc qui aiment répondre à des sondages essentiels. Et notez que ce serait la même chose si on avait décidé de faire une espèce d'immense envoi massif à 50 000 personnes. Les gens qui auraient répondu dans nos 2 premiers jours, eh bien, ce serait aussi des gens qui aiment ça répondre à des sondages. Donc, ça fait partie des problèmes inhérents à collecter ce genre de trucs-là de façon régulière par semaine, essentiellement. Mais c'est ce qu'on a besoin pour poursuivre l'incidence de semaine en semaine. Donc, on essaie de faire un questionnaire relativement court. On marque là, en moyenne, les gens ont pris 6 minutes parce qu'on veut justement essayer de favoriser la réponse le plus possible au sein de notre panel. Donc, prochaine slide, s'il te plaît. Donc, pour essayer donc, gardant en tête qu'on a quand même ce problème-là du fait qu'on a des gens qui aiment ça de répondre à des sondages. Et le souci que ça nous donne, c'est qu'en fait, ce qu'on a, quand on demande aux gens est-ce que vous avez fait un test et été déclaré positif à la COVID dans la dernière semaine, c'est que même si les gens, supposons que la COVID est parfaitement aléatoire partout sur le territoire du Québec, mais les gens qui conditionnellement vont avoir des symptômes sont plus, disons, rapides sa gâchette pour aller se faire un test rapide
rapide ou PCR, bien, c'est probablement corrélé avec les gens qui prennent ça au sérieux et aiment ça répondre à des sondages en lien avec la COVID-19. Donc, dans notre échantillonnage direct, ce qu'on fait, on propose une première partie de questions qui est essentiellement est-ce que vous avez eu la COVID dans les 7 derniers jours et ou est-ce que, sous la base de vos symptômes, vous êtes déclaré, vous êtes certain que vous avez eu la COVID dans les 7 derniers jours. Mais ça reste des gens qui peut-être, dans notre panel, on pense qu'ils sont que c'est plus probable, qu'ils sont peut-être plus rapides à passer un test. Et donc, on pose, pour cette raison-là, puis pour des raisons aussi d'échantillonnage, on pose un deuxième type de questions qui sont des questions de type indirect, c'est-à-dire qu'on leur pose des questions du type dans les gens que vous connaissez autour de vous, de façon extrêmement large, est-ce qu'il y en a qui ont eu la COVID dans les 7 derniers jours? Okay? Et donc, c'est ce deuxième type-là de questions parce que si on pense qu'on a des crinqués qui aiment ça répondre à des sondages dans notre panel, mais c'est pas clair que les gens qui côtoient, au sens très large, eux sont aussi crinqués et aussi propices à passer un test conditionnellement à avoir des symptômes. Donc, c'est un peu surtout cette méthode-là que je vais détailler parce que la première, poser la question, c'est assez classique dans le cadre de sondage. Donc, peut-être prochaine slide. Donc, juste pour vous mettre en contexte, donc, c'est une méthode qui existe là, depuis peut-être 25 ans en statistique. Donc, supposons que je vais échantillonner mon individu jaune ici qui est difficile à échantillonner. Donc, soit parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, pensez à un cas où, par exemple, si on avait très peu de COVID et puis que je prenais 3000 personnes au hasard, bien, la probabilité de tomber sur quelqu'un qui a la COVID est assez faible, donc il ne serait pas dans mon échantillon. Ou pensez à quelqu'un qui, justement, serait moins enclin, par exemple, à répondre à mon sondage pour toutes sortes de raisons. Par exemple, il n'aime pas ça répondre à des sondages, mais il y a peut-être quand même la COVID. Et donc, si j'échantillonne, prochaine slide, avec les magies Donc, les gens-là, je risque de ne pas tomber sur mon individu d'intérêt. Par contre, cet individu-là, c'est ce qu'on va voir à la prochaine slide, il connaît des gens. Donc, il y a une flèche qui est comme décollée, mais donc cet individu-là connaît des gens. Et donc, si je rééchantillonne, donc prochaine slide, je vais avoir dans mon sondage, donc mes bonhommes verts sont des gens que j'ai réussi à échantillonner, mais je vais avoir des gens qui connaissent mon individu jaune et c'est essentiellement ce que je vais avoir. Donc, je vais utiliser dans mon sondage, je vais utiliser le réseau de connaissances des gens qui ont répondu à mon sondage pour essayer d'aller inférer de l'information sur les gens que je n'ai pas dans mon sondage. Et donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Et le problème, c'est ce que j'ai dans mon sondage, dans mes variables que je viens d'avoir, c'est en moyenne, ou ce que j'ai un estimateur du nombre de connaissances des répondants qui ont eu la COVID. Mais ça, c'est vraiment pas ce que je vais avoir, c'est le nombre de gens qui ont la COVID. Et puis, le mapping entre les deux, bien, il est très difficile à faire. Et c'est essentiellement sur ça qu'on va se poser comme question. Donc, si je vous posais la question au niveau des ménages, par exemple, si je demandais, il y a combien de gens dans votre ménage qui ont développé la COVID, bien, ça serait assez simple. Pourquoi? Parce que je pourrais juste vous poser la question, bien, il y a combien de gens dans votre ménage? Et puis, bien, en ayant le nombre de gens dans votre ménage et le nombre de gens parmi ceux-là qui ont eu la COVID, j'ai un nombre. Ça va bien. Le problème, c'est que je ne peux pas demander aux gens combien de gens connaissez-vous. Parce que ça, bien, si vous êtes comme moi, vous n'avez absolument aucune idée quoi répondre à ça. Et donc, la stratégie qu'on va employer, c'est une stratégie qui a été utilisée dans la littérature, c'est de poser d'autres types de questions qu'on va appeler des questions de contrôle. Donc, combien connaissez-vous de médecins? Combien connaissez-vous de gens qui vivent en résidence pour aînés? Combien connaissez-vous de gens qui n'ont eu aucune dose de vaccin, par exemple? Donc, plein de questions comme ça pour lesquelles on connaît les nombres. On sait il y a combien de médecins au Québec, on sait il y a combien de gens qui vivent en résidence pour aînés. Et donc, quelqu'un qui connaîtrait beaucoup de médecins et beaucoup de gens qui vivent dans les résidences pour aînés, beaucoup de gens qui ont reçu aucune dose de vaccin, bien, connaît beaucoup de gens et donc a plus de chances de connaître plus de gens qui ont la COVID aussi. Donc, on va se servir de ces questions de contrôle-là pour aller repondérer le nombre de connaissances, parce que quelqu'un qui connaît beaucoup de gens, bien, nécessairement va aussi connaître beaucoup de gens qui ont la COVID. Donc, on va utiliser ces questions-là. Donc, et prochaine slide. Donc, la méthode est là. Bon, il faut toujours qu'il y ait des maths dans une présentation en économie. Donc, l'identité de base, c'est la première qui est en haut. C'est donc ce qui est à droite, l'espèce de E, Y, U, I. Là, ça, c'est en moyenne dans ma population. Les gens connaissent combien de gens qui ont la COVID. Donc, U, là, c'est pour
quelque chose que je n'observe pas en observed, donc la COVID. Et à gauche, c'est ma variable d'intérêt, combien il y a de gens qui ont contracté la COVID dans la dernière semaine. Et donc, ce que je cherche, c'est ce qui est en crochet, c'est essentiellement un facteur de conversion entre, en moyenne, les gens connaissent combien de gens qui ont eu la COVID la semaine passée et il y a combien de gens qui ont eu la COVID la semaine passée. Et donc, je vais utiliser mes variables de contrôle. Donc, je vais avoir certaines questions de contrôle pour lesquelles je vais savoir que ce ratio-là va sous- ou surévaluer. Donc, par exemple, quelque chose qui va sous-évaluer, c'est ma question de contrôle sur les médecins. Donc, le numérateur, le NK, il n'y a pas beaucoup de médecins au Québec, tant que ça, par rapport à la population, mais pas mal de gens connaissent au moins un médecin. Hein. Donc, la moyenne dans la population du nombre de gens qui connaissent des médecins, là, il va être assez élevé par rapport au numérateur qui est pas tant de ça de médecins. Donc, numérateur pas trop élevé, dénominateur assez élevé, ça fait un petit chiffre. Et donc, je risque de sous-évaluer par cette question de contrôle-là, sous-évaluer. Problème contraire avec, par exemple, le nombre de gens qui ont reçu aucune dose de vaccin. Il y en a quand même pas mal, mais en moyenne, dans la population, il va y avoir beaucoup de gens qui vont dire qu'ils n'en connaissent pas. Et c'est peut-être les gens qui ont reçu aucune dose de vaccin, ils s'en vendent peut-être pas tant que ça. Et donc, on va probablement sous-évaluer le nombre réel, et donc ça va donner un gros chiffre, et donc on va surévaluer le nombre. Et donc, quand on met plusieurs questions ensemble, dont certaines qu'on pense qu'on sous-évalue, d'autres qu'on pense qu'on surévalue, bien, on met tout ça ensemble, ça nous donne quelque chose qui, on pense, a priori, va donner quelque chose qui a du bon sens. Donc, il y a deux façons d'agréger. Il y a la façon classique qui vient de Killworth, qui est de prendre la somme au numérateur et la somme au dénominateur de toutes les questions de contrôle. On en propose une autre qui est de prendre la moyenne des différents facteurs de correction pour chacune des versions de contrôle. Vous allez voir qu'en pratique, ça ne change à peu près rien. Il y a d'autres façons aussi qu'on pourrait utiliser là, pour normaliser ces trucs-là. Donc, c'est pas mal ça pour la méthode. Donc, les choses qui sont importantes pour que ça fonctionne, c'est que ce soit des petites populations. Donc, si je vous demande la question, donc si je suis intéressé à connaître, par exemple, le nombre de femmes au Québec, bon, j'ai une donnée administrative, je ne serais pas obligé de faire ça, et je pose la question, combien connaissez-vous de femmes? Bien, je ne peux plus avancer. Les gens ne seront pas capables de me donner un chiffre. Donc, je dois m'intéresser à quelque chose qui est relativement petit. En général, les gens connaissent dans les tops de vagues un peu plus que 2 personnes qui ont eu la COVID dans la dernière semaine. Donc, c'est assez facile à compter, ça, il n'y a pas de problème. On veut aussi avoir des choses marquantes et visibles. Donc, entre autres, je ne pourrais pas demander aux gens combien connaissez-vous de gens qui ont le diabète. Peut-être que les gens n'en parlent pas ou vous ne le savez pas. Donc, tandis que la COVID, en tant que les gens en parlent, s'isolent par rapport à la COVID, ça vient dans les sujets de conversation. Ah ouais, même mon fils est pogné à la COVID, on est resté pas chez nous. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est là et c'est quelque chose qui, tant que les gens en parlent, ces méthodes-là vont bien capturer ça. Et le dernier point, c'est qu'il nous faut des variables de contrôle qui, justement, vont a priori sous-estimer et surestimer si on veut être capable d'avoir une bonne évaluation, là, un taux de conversion entre, en moyenne, les gens connaissent combien de gens qui ont la COVID et il y a combien de gens qui ont la COVID de l'autre côté. Donc, c'est essentiellement les 3 point fondamental pour que cette méthode basée sur l'agrégateur par réseau en français qu'on a traduit, donc, fonctionne. Et sur ça, je pense que ça fait pour la présentation de la méthode. Merci. Merci Vincent. Donc, je vais continuer avec les résultats. Donc, on va d'abord regarder l'évolution de l'incidence. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous allez voir des graphiques qui suivent toutes les semaines nos résultats. Vous allez voir des graphiques assez familiers. On va regarder aussi l'isolement, la perception du risque d'infection et l'autodéclaration également. Donc, tout d'abord, pour vous rappeler, on a commencé cette collecte au début du mois de janvier, comme vous expliquait Ingrid, puisqu'on s'est organisé pendant les fêtes avec les collègues. Et donc, le tout premier temps de mesure, c'était le 13 janvier. Et vous voyez qu'on est rendu à la semaine 17, au temps 17 en fait, de collecte, qui a fini le 10 mai, donc mercredi dernier. Donc, je vais vous présenter les résultats de chacun de ces moments-là. Et donc, vous voyez qu'on va d'abord regarder l'incidence du nombre de cas. Puis, on va vous présenter quelques résultats supplémentaires, en fait, des analyses complémentaires qu'on a fait depuis les dernières semaines. Et donc, on va vous les présenter pour la dernière semaine, notamment au niveau des profils des individus infectés, la réinfection et des symptômes également.
Donc, ce graphique très familier, certainement pour ceux qui nous suivent toutes les semaines, où vous voyez en fait à gauche les bâtons, donc chaque bâton de couleur représente une des 17 semaines. Vous voyez à gauche les bâtons qui représentent en fait les résultats d'incidence, en fait les nombres de cas en milliers selon les tests PCR, donc les résultats officiels du gouvernement du Québec. La deuxième série de bâtons représente l'estimateur par la méthode d'échantillonnage indirect, donc APR Cyrano. La troisième série de bâtons représente celle de Kilworth, donc l'estimateur Kilworth. Puis finalement, vous avez les directs positifs et les directs positifs avec autodiagnostic. Donc ici, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est d'abord que tous les bâtons en fait suivent la même tendance. Donc vous voyez que ce soit les estimateurs par échantillonnage direct, donc avec juste la question ou la question directe ou les autodiagnostics, ou même les estimateurs réseau basés sur la méthode d'amplificateur par réseau, on a exactement la même tendance où on voit bien la fin de la 5e vague au début des bâtons et on voit l'ampleur après de la 6e vague qui redescend au fur et à mesure. Une autre chose aussi qu'on voit, c'est le fait que à partir de la semaine 11, on voit autour du 24-29 mars cette remontée de l'incidence des cas et une diminution graduelle depuis la semaine 15, donc autour du 21-26 avril, qui semble donc marquer la fin de la baisse, le début de la baisse de la 6e vague. C'est ça. Et dernière chose, vous remarquerez aussi que évidemment les bâtons de droite sont beaucoup plus élevés puisque on demande aux gens non seulement leurs résultats de test. En fait, est-ce qu'ils ont eu un test positif? On somme les gens qui nous disent avoir eu un test positif et également les gens qui n'ont pas eu accès au test mais qui nous disent avoir eu des symptômes de la COVID. Donc, voilà. Alors ici, je vous présente, en fait, on vous présente le même type de graphique que le précédent, mais sous forme de courbe qui donne une autre représentation finalement graphique de l'évolution de la fin de la 5e vague. Et on voit très bien l'évolution de la 6e vague, là, donc autour de la semaine 13-14, où on était autour du pic de la 6e vague, avec également encore tous les estimateurs, les 4 estimateurs, en fait, Cyrano, les 2 directs et les 2 indirects. Donc, on voit aussi également en ligne pointillée les intervalles de confiance associés. Et ce qui est intéressant de voir ici aussi, c'est que les intervalles de confiance associés à la méthode APR sont beaucoup plus faibles, ce qui semble indiquer donc que cette méthode est quand même, somme toute, assez robuste par rapport à nos estimations par les méthodes directes, que ce soit avec ou sans autodiagnostic. Ici, vous avez peut-être vu qu'on a ajouté dans les dernières semaines l'incidence des cas par groupe de régions. Donc, on s'est basé sur des regroupements qui sont assez courants au Québec pour regarder un peu l'évolution, donc uniquement sur la méthode d'échantillonnage direct, évidemment, puisqu'on n'est pas capable par la méthode d'amplificateur par réseau d'avoir ces données-là. Puisqu'on ne pose pas la question aux gens dans leur réseau de leur propre région, si je peux dire. Donc, du coup, en se basant uniquement sur les échantillonnages directs, sur la stratégie d'échantillonnage direct, donc sur les estimateurs par les 2 méthodes d'échantillonnage direct, vous voyez un peu l'évolution des vagues au cours des 17 semaines suivant les régions. Donc, on voit quand même une différence entre les régions, mais somme toute, l'incidence est quand même assez semblable pour les régions. On voit par exemple que le nord et l'est du Québec, en haut à droite, ont été beaucoup plus marqués par une très grande progression du nombre de cas relativement au sud du Québec, Montréal, Laval, Montérégie, le graphique en bas à droite, où l'incidence a beaucoup moins augmenté, si je peux dire, dans la 6e vague par rapport à ces régions qui ont été moins touchées auparavant par les vagues précédentes. On a aussi décidé de regarder un peu, de faire des analyses par rapport aux catégories d'âge. Donc là encore, il faut faire quand même attention parce qu'on a, comme vous le savez, un échantillon représentatif de la population, mais qui est constitué de seulement 3000 personnes. Donc, il faut rester prudent quand même avec ces résultats-là. Vous voyez ici, en fait, que quelle que soit la tranche d'âge, on retrouve également les vagues au fur et à mesure des semaines dans toutes les catégories d'âge. Avec certaines catégories qui ont été beaucoup plus touchées, notamment les 18-29 ans. Comme vous voyez, les bâtons sont beaucoup plus élevés, que ce soit pour la 5e vague ou même pour la 6e vague, où on voit qu'autour de la mi-avril, il y avait énormément,
plus d'une personne sur 10 dans les 18-29 ans avait la COVID dans la semaine du 7 au 12 avril, ce qui est énorme quand même. Donc voilà. Ça, ce sont des résultats en fait qu'on voulait vous présenter qu'on n'a pas présenté dans les documents pour ceux qui nous suivent, qui est dans tous les documents qu'on publie toutes les semaines. Donc ici, on regarde les profils des individus ayant attrapé la COVID en fait à l'aide d'une régression d'un probit tout simplement. Et puis on a ajouté après les effets marginaux. En fait, on présente les effets marginaux pour avoir la probabilité en fait d'avoir un test positif à la COVID ou de s'être auto-diagnostiqué de la COVID selon différentes caractéristiques individuelles. Donc ici, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, parmi ceux qui ont davantage attrapé la COVID dans la dernière semaine à l'étude pour lesquelles on a les résultats, donc qui est la semaine du 5 au 10 mai, on voit que 4,3% des 30-39 ans ont eu la probabilité d'attraper la COVID au cours de cette semaine-là. On voit que les non-vaccinés, les gens qui n'avaient jamais eu la COVID auparavant et les personnes de niveau de scolarité secondaire ou moins et les universitaires sont ceux qui ont les plus grandes probabilités d'avoir un test positif à la COVID ou de s'auto-diagnostiquer avoir la COVID au cours de cette semaine-là. Alors, si je continue, on a aussi regardé les réinfections dans des questions qu'on a posées vers la fin, en fait, qu'on a ajoutées il y a quelques semaines, où on voit ici la proportion des répondants qui ont eu la COVID depuis le début de la pandémie au cours de cette semaine-là, la semaine qui finissait entre le 5 et le 10 mai. Donc, vous voyez en fait que 24% des individus qui ont été infectés lors de la semaine du 5 au 10 mai ont eu la COVID auparavant. Donc, c'est quand même un quart des répondants qui déclarent qu'ils avaient déjà attrapé la COVID, donc ils sont au moins à la deuxième ou plus réinfection. Ce qui est intéressant de voir aussi dans le tableau de droite, c'est la distribution des répondants qui avaient déjà eu la COVID. Donc, parmi ces 24%-là, quand est-ce qu'ils l'ont attrapé? Eh bien, on voit que ça se répartit de manière assez disons, égale entre les périodes de temps. Donc, un quart d'entre eux l'avaient attrapé lors de la première année donc, de la pandémie, avant mars 2021. Un autre quart l'avait attrapé entre avril 2021 et novembre 2021. Et puis, quand même, plus de 30% l'ont attrapé avec la nouvelle vague, la 5e vague, et en fait 34 plus 15, donc c'est pratiquement 50% qui l'ont attrapé avec la 5e et la 6e vague. Donc il y a eu énormément de réinfections, en fait d'infections et de réinfections au cours des 6 derniers mois. Si je continue avec les profils des individus, des individus donc, ayant été réinfectés, il manquait un S, par le virus. On voit ici la probabilité d'être infecté par le virus parmi les répondants du 28 avril au 10 mai. Donc là, on a accumulé les 2 semaines, les semaines 16 et les semaines 17. Alors, qui est susceptible d'être plus réinfecté? Eh bien, on voit ici que ce sont les hommes qui sortent comme ayant une plus grande probabilité d'être réinfectés, avec 28,7% d'entre eux relativement aux femmes qui ont une probabilité d'être réinfectés. On voit que les plus jeunes aussi, la population plus jeune, donc les 18 à 49 ans, ont une plus grande probabilité d'être réinfectés. Les personnes de niveau de scolarité collégiale et secondaire, c'est pareil, ce sont des personnes qui ont une plus grande probabilité d'être infectées. Et finalement, les personnes ayant des enfants âgés de 13 à 17 ans ont 39,6% de chances d'être réinfectées. Notez quand même les intervalles de confiance qui sont très larges, notamment pour donner cet exemple-là, pour les enfants, vous voyez qu'on se place entre 13,7 et 65,5% pour l'intervalle de confiance. Une autre donnée intéressante aussi, c'est qu'on a posé depuis le début de l'enquête des questions, à partir évidemment de la méthode directe uniquement, sur les symptômes. Donc, c'est intéressant de voir en fait que les symptômes qui ressortent le plus sont les symptômes respiratoires et en noir, la courbe noire, et les symptômes de fatigue et de maux de tête, la courbe orange. Tout le long de la pandémie, ça peut varier. Environ 60-70% des gens ressentent entre 50 et 70% des gens ressentent ces symptômes-là. On note aussi également que la fièvre, le symptôme de fièvre aussi touche, disons, de 30 à 40% des individus, entre 20 et 40% suivant les semaines, disons. Et également, les symptômes gastro-intestinaux apparaissent pour environ 25% des individus
pendant qu'ils sont infectés. Si on regarde l'isolement, donc vous vous rappelez qu'il y a eu différentes directives du ministère de la Santé et de la Direction nationale de santé publique quant à l'isolement pendant la pandémie. Donc ici, on regarde, en fait, on posait la question aux gens à savoir s'ils avaient été en isolement au cours des 7 jours précédant l'enquête, donc incluant les 7 jours précédant l'enquête. Et on voit qu'au début de la première vague, on avait quand même 10% des Québécois qui se déclaraient être en isolement, ce qui est quand même énorme. Évidemment, ça a pas de la première vague, la 5e vague, ouais. Ça a diminué au fur et à mesure de la 5e vague et on a pendant le pic de la 6e vague, une augmentation également de l'isolement, mais qui n'a pas atteint le niveau du mois de janvier, donc pendant la 5e vague. Donc, en fait, l'isolement suit exactement la même tendance que l'incidence des cas et on note qu'il diminue progressivement, en fait, depuis la semaine du 20 avril. Avec l'incidence des cas également. Et ici, on a regardé, on s'est intéressé au profil des individus qui avaient dû s'isoler dans la semaine, en fait, la semaine précédente, donc la semaine qui finissait entre le 5 et le 10 mai. Et vous voyez en fait que toujours avec nos probits et les effets marginaux qu'on présente ici, vous voyez qu'on a, en fait, que ce sont essentiellement, c'est surtout les jeunes de 18 à 29 ans, et c'est ce qu'on voyait dans les graphiques d'ailleurs par catégorie d'âge. Les 18 à 29 ans sont ceux qui ont été beaucoup plus touchés par la pandémie et beaucoup plus infectés. Donc, et c'est ce qu'on retrouve également, ce sont ceux qui se sont le plus isolés. Et de même, les parents d'enfants, en fait, c'est ça, les adultes ayant des enfants de 5 à 12 ans sont ceux qui ont dû se placer en isolement dans la semaine du 5 au 10 mai. Donc, avoir des enfants de 5 à 12 ans, augmenter la probabilité de se placer en isolement pendant la semaine du 5 au 10 mai. Et puis, on avait une question aussi qui posait la question sur le risque d'infection. Donc, en fait, quel était le risque perçu que les gens avaient de développer, de contracter la COVID, d'être infectés dans la semaine, dans les 7 jours qui suivaient l'enquête. Et vous voyez en fait que ici, on présente la probabilité moyenne, donc 16% des gens en moyenne, les gens estimant avoir en moyenne 16%, une probabilité de 16% d'être infectés. Vous voyez que cette probabilité a diminué au fur et à mesure de la baisse de la 5e vague, si je peux dire, et légèrement augmenté. Et d'ailleurs, on voit qu'elle a augmenté à un niveau plus élevé, cette probabilité perçue de développer des symptômes associés à la COVID au cours du pic, au moment du pic de la 6e vague. Et elle était plus élevée donc au moment du début de l'enquête. Donc, ça aurait été intéressant de voir si pendant les fêtes de Noël, mais on n'a pas les données évidemment, mais si on a dépassé ou non le pic de la 5e vague, on n'a pas les données, mais on voit en tout cas que au moment du pic de la 6e vague, on avait beaucoup de gens qui étaient inquiets, plus de gens en fait qui étaient inquiets de développer, qui percevaient avoir un risque de développer des symptômes. Et si on regarde en fait, donc ici avec un probit ordonné, c'est encore les effets marginaux qu'on présente pour avoir les probabilités. Vous voyez ici le profil des individus qui se croient le plus à risque d'être infectés pendant la semaine. Donc ici, vous voyez en fait que les personnes qui se pensent le plus à risque d'être infectées, ce sont les hommes et les moins de 60 ans, donc qui se sentent plus à risque d'être infectés relativement aux 60 ans et plus, qui est notre valeur de référence. Les personnes non vaccinées également se perçoivent plus à risque d'être infectées. Et évidemment, en fait, ça a du sens. Le fait que les personnes qui n'ont jamais été infectées par la COVID jusqu'à présent se sentent plus à risque, se perçoivent plus à risque d'être infectées par la COVID. On a aussi décidé, quand le gouvernement a mis en place sa plateforme d'autodéclaration des tests rapides, positifs et négatifs d'ailleurs, on a décidé de demander aux gens dans l'enquête, d'ajouter une question pour leur demander s'ils avaient un test positif, s'ils l'avaient déclaré sur la plateforme. Et vous voyez qu'on ne voit pas de tendance très claire dans cette courbe de la proportion des répondants qui affirment avoir déclaré un résultat positif de test rapide sur la plateforme gouvernementale. On a des variations d'une semaine à l'autre qui varient donc de 29 à près de 50%, mais pas de tendance
disons, clair ou similaire à l'incidence des cas. À l'incidence des cas, donc on ne voit pas une forte augmentation, par exemple, de l'autodéclaration pendant la 6e vague. C'est très variable d'une semaine à une autre. Et je vais laisser la parole à Ingrid pour la suite. Merci beaucoup, Roxane. Merci, Vincent, également. Donc, c'est beaucoup de données qui vous ont été présentées. Je vais essayer de faire vraiment une synthèse des faits saillants. Bien entendu, je vous invite à consulter aussi toutes les publications que l'on fait chaque semaine pour avoir de plus amples détails. Mais pour revenir en fait sur les données de la semaine qui s'est terminée du 5 au 10 mai. Donc, si tu peux passer juste la slide suivante, merci beaucoup. En termes d'évolution de l'incidence de la COVID, ce qu'on a vu, c'est vraiment une baisse non significative toutefois de l'incidence des cas relativement à la semaine précédente pour tous les estimateurs. Donc, c'est quand même encourageant. Et ce qui est encourageant en plus, je vais vous donner un petit scoop. En fait, on avait demandé à Léger ce matin de nous envoyer une base de données préliminaire et partielle. Bien entendu, c'est à prendre avec précaution. Mais par rapport aux données qu'on a reçues ce matin sur donc la semaine de collecte en cours, on voit que cette tendance est encore à la baisse pour cette semaine en cours, avec une baisse pour des estimateurs directs seulement. On n'a pas fait les analyses pour les estimateurs indirects, donc avec la méthode APR, mais pour les estimateurs directs, on a une baisse à peu près de 33 à 34% des cas pour la semaine en cours. Ce qu'on voyait également au niveau de l'incidence pour l'âge, on n'avait pas de tendance franche, on avait vraiment des éléments qui différaient, une baisse importante et significative de l'incidence chez les jeunes. On a vu qu'ils avaient été très touchés par cette 6e vague. On voit que là, on a une diminution franche en fait de l'incidence des cas dans cette tranche d'âge et à l'inverse, une hausse significative pour les 50-59 ans. Pour les régions, encore une fois, on a une baisse de l'incidence dans la majorité, on notait une baisse de l'incidence dans la majorité des regroupements de régions. Je souligne encore là l'importance de prendre ces résultats avec précaution parce que ces regroupements de régions peuvent masquer certaines variations spécifiques à chacune des régions. Encore là, pour l'isolement, vous voyez une baisse pour la semaine se finissant entre le 5 et le 10 mai. Et si je reviens à mes résultats, ma base de données partielle et préliminaire reçue ce matin, on voit que cette tendance à la baisse se poursuit encore en termes d'isolement. Donc, la pandémie n'est pas encore clairement terminée, bien que les données soient encourageantes, avec une tendance à la baisse du nombre de cas, une tendance à la baisse pour l'isolement. Ce qu'on voit toutefois, c'est quand même au niveau des réinfections, cet élément très important qui apparaît au fil des semaines et auquel il faut être sensibilisé, je pense. Donc, l'importance quand même de garder en tête que ce n'est pas terminé, puisqu'on voit que, Roxane l'a présenté, un quart des personnes qui avaient été infectées la semaine dernière avaient déjà eu la COVID auparavant, et on voit que ce taux de réinfection avec les données préliminaires de ce matin augmente encore et monte à peu près 29%. Donc, ce qui est quand même assez important. On est presque à une personne sur 3 qui a eu la COVID cette semaine, qui avait déjà eu la COVID auparavant. Donc, les conclusions plus générales, connaître l'incidence des cas de COVID, c'est vraiment un enjeu d'importance. Ça l'a été depuis le début de la pandémie, ça l'est encore dans un contexte de dépistage, d'accès au dépistage qui est limité, de relâchement des mesures sanitaires. On va vraiment voir aussi dans les semaines qui suivent finalement l'impact du fait que le masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics clos. Je voudrais également vous rappeler que toutes les données, les codes de programmation statistiques ont été rendus publics chaque semaine. Donc, je vous invite en fait tout un chacun d'aller consulter ces données. Les liens sont donnés pour plus tard et sont aussi disponibles sur le site web de Cyrano. Mais ça vous donne vraiment, en fait, c'est sûr que c'est une mine d'or. En fait, Vincent le présentait tout à l'heure, on a plus de 51 000 répondants qui ont répondu au sondage depuis le début janvier. Donc, c'est vraiment une mine d'or pour faire des analyses statistiques plus diverses et variées, aller chercher d'autres éléments qu'on n'a peut-être pas analysés, en fait, nous, avec notre objectif au départ, qui était vraiment d'analyser l'incidence. Donc, je vous invite à aller consulter ces données-là et également les codes de programmation. Et pour finir, c'est vraiment un projet de recherche. Donc, le développement de la méthode, on a éprouvé la méthode APR en fait au fil des semaines, bien qu'il subsiste encore des limites. On voit que c'est une méthode qui est assez robuste avec des écart-types plus faibles. Roxane vous le présentait tout à l'heure sur les graphiques, plus de précision dans l'estimation de la tendance de l'incidence.
Donc, ça répond vraiment à la mission de Cyrano, une mission accomplie en fait de soutenir et d'éclairer la décision publique. Donc, on a fourni des données au ministère tout au long de ces semaines-là. On a testé cette méthode-là exploratoire et vient le temps maintenant en fait de transférer cette méthode et l'analyse à l'INSPQ, donc qui va poursuivre en fait ces collectes donc avec le ministère. Pour finir, je tiens à faire des remerciements. En fait, les ressources complémentaires, en fait, si vous voulez aller consulter un cahier scientifique de référence qui réexplique en fait la méthode utilisée et le GitHub qui recense en fait toutes les données et les scripts qui ont permis de produire les résultats qui sont disponibles de semaine en semaine. Donc, je voudrais remercier tout d'abord l'ensemble de mes coéquipiers de recherche donc, que vous avez vu tout à l'heure à l'écran. C'est vraiment une équipe multidisciplinaire qui regroupe des expertises variées qui a été montée pour spécifiquement ce projet-là, des expertises en santé publique, des expertises en méthode, en statistique, en analyse statistique, pardon, en enquête populationnelle, etc. Donc, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire, interuniversitaire et je remercie vraiment mes collègues pour le travail accompli lors de ces 17 semaines, ainsi que l'EG Marketing qui nous a finalement supporté dans l'ensemble de ce projet-là en accélérant quelquefois les collectes, en s'ajustant au niveau des questionnaires. Je remercie le ministère de la Santé d'avoir financé cette étude à partir de la semaine 7 et je tiens également à remercier Manon Blouet qui est la coordonnatrice aux événements et à la communication à Cyrano qui de semaine en semaine en fait valorisait les résultats de recherche au travers des réseaux sociaux de Cyrano et du site web. Donc, je vous remercie beaucoup.